Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'abonnés. Pour la deuxième fois, cette semaine, je vais raconter vos histoires. Je vous avais laissé le choix soit d'avoir un gros bloc avec 10 histoires, soit on découpe les 10 histoires en 2 vidéos, de 5 histoires chacune. Et là, on est sur la deuxième vidéo. J'espère que celle-ci vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez également pas à me rejoindre sur Instagram que je vous mets juste ici, IconTV, si vous souhaitez vous aussi me partager votre histoire et me suivre là-bas. Je tiens à remercier de nouveau ceux qui m'ont partagé leurs histoires, celles que je vais partager dans la vidéo et celles que je n'ai pas encore partagées. J'espère que vous êtes maintenant bien installés et si vous êtes prêts, laissez-moi vous raconter la première histoire. La première histoire sera celle de quelqu'un que nous allons appeler Béatrice. C'est une histoire que Béatrice a vécue il y a environ 7 ans alors qu'elle était âgée de 19 ans. Elle était étudiante en licence d'anglais et elle a repéré à un moment donné un festival de traduction littéraire qui avait lieu dans le sud. C'est quelque chose qui l'a passionnée, que ce soit d'un point de vue personnel et également scolaire, donc elle s'est dit que ce serait très intéressant pour elle de se rendre là-bas. Elle n'a pas l'habitude de voyager, donc ça lui ferait d'une part l'occasion de se divertir, mais aussi de partir en vacances pour une des premières fois. Elle arrive à trouver des billets de train, pas trop cher, rappelons que Béatrice est étudiante, mais là où elle rencontre des difficultés, c'est sur le fait de trouver un logement. Elle traîne un petit peu sur les groupes Facebook des licences de sa fac et elle se dit que tiens, peut-être que d'autres personnes comme elle se rendent à ce festival, donc elle tente sa chance et décide de poster un message afin de demander s'il y aurait des gens qui se rendent directement là-bas et qui auraient peut-être déjà un logement. Évidemment, elle propose de payer une partie du loyer. Et bingo! Son message fait mouche, elle est contactée par une autre jeune fille, une autre étudiante qui fait à peu près les mêmes études qu'elle, du nom de Célia. Cette fameuse Célia indique à Béatrice qu'elle aussi compte se rendre au fameux festival. Elle explique que elle, ainsi que 7 de ses amis, ont loué une grande maison à peu près 20 minutes de là où devait se dérouler le festival, et elle indique à Béatrice qu'il n'y a absolument aucun problème à ce qu'elle les rejoigne le temps de la durée de son séjour, donc Béatrice est aux anges. Elle rencontre la fameuse Célia avant que les événements ne se déroulent et elle a tout de suite un bon feeling avec elle. C'est une étudiante qui est un peu plus âgée qu'elle, mais elle se sent très à l'aise. Donc elle se dit qu'elle va certainement passer un très bon séjour. Elle lui donne un peu d'argent pour régler le montant de la location, paye énormément, donc Béatrice est ravie. Elle a trouvé un logement, elle peut se rendre à ce festival, donc tout est censé, et je dis bien censé, bien se passer. Le jour J, Béatrice arrive assez tôt. Elle est devant la maison et elle se rend vite compte en entrant dedans que c'est une maison qui semble assez vieille, avec du vieux plancher, des vieux meubles, mais quoi qu'il en soit, elle est grande, chose qui était le plus important sachant le nombre de personnes qui allaient vivre dedans. Célia et ses amis étaient déjà arrivés sur place, ils étaient arrivés quelques jours plus tôt, le festival avait déjà commencé, donc elle a accueilli Béatrice et lui a fait un peu visiter les lieux. Il y avait 5 chambres, dont 3 avec des lits superposés et 2 avec des lits doubles. Célia et une de ses amies dormaient dans une chambre où il y avait 2 lits séparés, et les autres personnes du groupe, que des hommes, eux, dormaient dans les chambres où il y avait les lits superposés. Donc les 2 chambres avec des lits doubles, elles, étaient complètement inoccupées. Parmi les 2 chambres avec des lits doubles, il y en a une qui était occupée par des amis de Célia qui étaient en couple. Donc il reste une chambre qui est composée d'un lit double, qui est donc attribuée à Béatrice. Béatrice est très contente, elle se dit qu'elle va avoir un grand lit pour elle, donc tout semble se présager au mieux. L'après-midi du jour de l'arrivée de Béatrice, elle se rend au festival. Elle y est avec Célia et quelques amis à elle. Tout le monde est très sympa, tout le monde fait un peu connaissance. Il faut savoir que dans le groupe, au complet, Béatrice est la plus jeune. Et la personne la plus âgée a 28 ans, donc ce sont des personnes qui ont en général plus d'expérience que Béatrice, et elle adore ça parce qu'elle apprend plein de choses et elle se sent très fière de traîner avec ces personnes-là. L'après-midi au festival se passe très bien, et on arrive donc ensuite au soir. On a des jeunes qui sont ensemble dans une grande maison, donc ils ne se mettent pas devant des chiffres et des lettres. Ils font une petite soirée très tranquille, tous boivent quelques coups, et Béatrice s'est rendu compte que 2 des hommes qui font partie du groupe, Mathéo et Jules, âgés de 26 et 28 ans, sont un peu dragueurs avec elle. Béatrice était quelqu'un d'assez timide, donc elle n'osait pas répondre aux avances des 2 jeunes hommes, mais elle se sentait un peu flattée. Mais ce sentiment d'être flattée a été transformé au fur et à mesure de la soirée en sentiment de gêne parce que les 2 hommes commençaient à devenir un peu lourds. Quoi qu'il en soit, il ne s'est rien passé. Béatrice décide d'aller se coucher, elle est fatiguée, elle passe la nuit,
Et à son réveil le lendemain, elle se rend compte que la porte de sa chambre est entrouverte. Chose qu'elle trouve extrêmement bizarre parce qu'elle est sûre et certaine de l'avoir fermée la veille. Bon, finalement, Béatrice laisse couler, la journée se passe tranquillement, elle retourne au festival, tout se passe bien et le soir elle rentre à la maison. Tous ceux qui étaient présents avaient déjà commencé un peu des activités, certains jouaient des jeux de société, certains buvaient un peu, d'autres grignotaient, donc elle décide de se joindre au groupe. Mais ayant passé une journée où elle a beaucoup marché, Béatrice est un peu fatiguée, donc à un moment donné elle décide d'aller dans sa chambre pour mettre son téléphone notamment à charger. La seule prise qu'il y avait se trouvait à l'autre bout de la pièce, donc elle branche son chargeur, son téléphone, elle ferme la porte, elle ne la ferme pas à clé, elle éteint la lumière et elle se pose dans son lit. Elle entend quelques nuisances, elle entend en soi les gens dans la pièce de vie vivre, il y avait un peu de musique donc ça la dérange pas, mais elle l'entend et ça ne l'empêche pas de trouver le sommeil. Au milieu de la nuit, Béatrice se réveille et elle constate tout de suite que la porte de sa chambre est, comme elle l'a remarqué le matin, entrouverte. Encore une fois, elle se dit que c'est assez étrange parce qu'elle est totalement sûre de l'avoir fermée. Dans la pièce où elle se trouve, il y a une obscurité quasi totale. Il n'y a pas d'éclairage à l'extérieur qui éclaire au travers de la fenêtre, pas d'éclairage dans d'autres pièces de la maison, donc elle arrive à peine à discerner la silhouette des meubles qu'il y a dans la chambre. Elle ne sait pas pourquoi elle s'est réveillée précisément à ce moment-là, mais elle a entendu quelque chose qui lui a donné des frissons. Elle a entendu un long grincement qui était dans sa chambre. Là, les yeux de Béatrice s'ouvrent en grand, avant elle était encore dans un demi-sommeil, et elle comprend que ce qui l'a réveillée, c'était le plancher de la chambre qui craquait. Elle entend d'autres grincements, jusqu'à en entendre un au pied de son lit. Là, elle voit une silhouette se lever de son lit, comme si quelqu'un était assis dessus, et se mettre directement face à elle. À ce moment-là, Béatrice est tétanisée. Elle retient sa respiration, elle veut faire le moins de bruit possible. Il fait tellement noir dans la pièce qu'elle n'arrive à discerner aucun détail physique et elle pense que l'individu qui était là ne s'était même pas rendu compte que Béatrice s'était réveillée. Au bout de quelques secondes, qui lui ont paru durer des heures, la silhouette est sortie de la chambre et doucement, en sortant, la silhouette a fermé la porte derrière elle. Béatrice a patienté, tétanisée, avant de trouver la force en elle de se lever pour aller fermer la porte cette fois-ci à clé. Après, elle cherche dans le noir son téléphone, elle s'éclaire avec et elle place une chaise derrière la porte au cas où. Après cela, elle fait un peu le tour de la chambre pour voir s'il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire. Elle regarde sous le lit, dans les placards, mais elle ne remarque rien. C'est en checkant un peu tout qu'elle a vu quelle heure il était à ce moment-là. Il était 5h37, une heure qui l'a marquée à vie. Après, elle s'est remise dans son lit, en tremblant. Elle sentait son cœur battre très rapidement dans sa poitrine. Et c'est là que plein de questions lui viennent en tête. Elle se dit, est-ce que j'ai rêvé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est introduit dans la maison? Pourquoi cette personne était dans ma chambre? Et toutes ces questions, Béatrice n'en a pas la réponse. Le temps passe, Béatrice est dans son lit, toujours son téléphone entre ses mains. Le temps a fait que l'adrénaline et la peur sont un peu retombées. Elle somnole un petit peu et à un moment donné, elle est réveillée par un nouveau bruit. Elle entend que quelqu'un essaye d'utiliser la poignée de sa porte. Elle recommence à paniquer. Elle reste aussi silencieuse que possible et finalement, le bruit s'arrête. Elle entend le plancher grincer de l'autre côté de la porte, ce qui lui fait comprendre que la personne qui essaie de rentrer est partie. Paniquée, Béatrice essaye d'envoyer un message à Célia. Elle essaye de l'appeler, mais il était très tôt, donc probablement que Célia dormait encore à ce moment-là. Le jour commence à se lever et Béatrice commence à entendre un petit peu la vie qui s'active dans la maison. Elle comprend que les gens se réveillent, donc c'est là qu'elle ose enfin sortir de son lit et bouger. Elle se lève, elle s'habille et là quelqu'un toque à sa porte. C'était Célia qui venait de voir le message que lui avait envoyé Béatrice. Elle voit tout de suite que Béatrice n'est pas bien et donc Béatrice lui raconte tout ce qui s'est passé. Célia était assez sous le choc et elle a décidé d'enquêter, de demander à tout le monde en fait s'ils avaient vu quelque chose ou si peut-être même c'était quelqu'un du groupe qui était responsable de toute la frayeur qui a été créée chez Béatrice. Personne n'a rien vu et Matteo, l'un des deux jeunes hommes qui draguait assez lourdement Béatrice, a dit c'est peut-être quelqu'un à qui tu plaisais et qui a voulu te regarder pendant que tu dormais, c'est mignon. Non, ça ne l'est pas et c'est ce que Béatrice a dit. Elle a dit que ça ne la faisait pas du tout rire et que ça l'avait profondément dérangée. Cet événement-là, qui a marqué Béatrice, était la dernière nuit qu'elle a passée dans la maison. Elle n'a pas raccourci son séjour, c'était acté que ce soit sa dernière nuit. Donc l'après-midi qui a suivi,
elle est repartie. Elle n'a plus eu trop de contact avec les personnes qui étaient présentes dans la maison, à part Célia et d'autres, et certains. Il y a juste Matteo qui a essayé de reprendre contact avec elle, de la draguer encore, mais Béatrice, elle, n'en avait pas du tout envie, donc elle l'a simplement bloquée. C'est là que le témoignage de Béatrice se termine. C'est quelque chose d'assez effroyable. Déjà, d'être surpris comme ça en pleine nuit, ça peut nous donner des palpitations, mais en plus de ne pas savoir qui c'était, ça c'est dérangeant. Je me dis que dans une situation, alors pas la situation idéale, parce que dans la situation idéale, rien n'aurait dû se passer, mais ça aurait été peut-être plus rassurant que l'une des personnes, si c'est le cas évidemment, se désigne comme étant la personne qui s'est infiltrée dans la chambre de Béatrice. Tout le monde aurait sûrement dit que c'est quelque chose qui ne se fait pas, que c'est très malsain. La personne, je l'espère, se serait excusée. Et d'un côté, on peut clore l'histoire, on sait qui était là, on peut lui demander ce qu'il voulait, mais au moins on arrive à mettre un visage sur cette ombre qui nous a surpris pendant la nuit. Là, le truc, c'est qu'on ne sait même pas si la personne qui regardait Béatrice dormir était un membre du groupe. Au vu de ce qu'elle nous raconte, on peut avoir des suspicions sur Matteo. Personnellement, j'en ai. C'est la personne qui semble être la plus intéressée par Béatrice et la seule personne qui a entre guillemets défendu la fameuse silhouette qui a fait peur à Béatrice. Peut-être qu'en disant c'est mignon de te regarder dormir, etc., il espérait que Béatrice dise oui c'est vrai, mais vu que je sais pas qui c'est, ça me fait peur, il aurait dit bah voilà c'est moi. Mais si c'est pas lui, ça veut dire que quelqu'un s'est introduit dans la maison. Pourquoi? On n'en sait rien. On pourrait peut-être se dire que c'est un cambrioleur, mais dans l'histoire, personne ne semble dire qu'il a perdu des effets personnels. Donc cette théorie-là semble peu probable. Peut-être que c'est la personne qui a mis à disposition la maison, qui s'est introduit parce qu'il savait qu'il y allait avoir des filles. Peut-être. Après, je pense que c'était plutôt quelqu'un du groupe parce que la personne est revenue plusieurs fois dans un certain intervalle, donc je pense que c'est quelqu'un qui était déjà présent. En tout cas, j'espère que toi, Béatrice, ça va mieux, que tu n'as pas reconnu de situations similaires ou pires. J'espère que tu as pu retrouver le sommeil, que tu passes maintenant des nuits beaucoup plus paisibles que celles que tu as vécues pendant cet événement. Dans cette deuxième histoire, nous allons suivre le témoignage de Joël. Joël nous explique qu'au moment des faits, il était jeune adolescent et qu'il avait 13 ans. Il avait au moment des faits un ami, son meilleur ami, qui dormait chez lui et ils avaient prévu de se faire une petite soirée sur le thème du catch. Il nous explique, pour contextualiser un peu les choses, qu'il vit dans un quartier où toutes les maisons se ressemblent, elles sont quasiment toutes similaires, et la particularité de son quartier, c'est que juste à côté de sa rue, il a un petit étang. Pendant la nuit, vers 4h30 du matin environ, il a entendu des gens qui lançaient comme des cailloux dans l'étang qui se trouvait à côté de chez lui. Curieux, Joël et son meilleur ami ont donc ouvert la fenêtre pour voir s'ils apercevaient quelque chose. Ils n'ont pas eu vraiment le temps de voir les personnes jeter des cailloux, ils ont juste vu des personnes s'enfuir très rapidement. Évidemment, c'est une situation qui a interloqué Joël et son meilleur ami, donc ils sont restés là à observer la scène et à essayer de trouver la raison pour laquelle les individus étaient partis aussi précipitamment. Et ils ont trouvé la réponse à leur question. Ils ont vu une dame qui semblait assez âgée, qui était comme grimpée sur un arbre, pas tout en haut, mais sur une des branches qui était proche du sol, qui rigolait assez fortement et qui se frappait la tête sur l'arbre. Le meilleur ami n'avait pas vu la scène. C'est Joël qui lui a montré et le meilleur ami était assez sensible, donc il a tout de suite crié de peur. Le cri a alerté la dame qui se frappait la tête et les deux jeunes amis ont eu un réflexe. Ils ont eu le réflexe en fait de mettre le rideau devant la fenêtre pour essayer de se cacher. Sauf que, en rouvrant un peu le rideau pour voir ce que faisait la dame, les deux amis ont constaté que la dame les regardait fixement. Et au bout de quelques secondes, elle est descendue de son arbre et a commencé à sprinter dans la direction de la maison de Joël. Ce n'est pas la seule chose qu'elle a fait. Elle a également sonné à la porte. Les deux amis sont assez choqués, ils tremblent, et il se trouve qu'un homme, le père de Joël, a entendu la sonnette être utilisée. Donc il est allé naturellement ouvrir la porte sans savoir quoi que ce soit de la situation. Et en ouvrant la porte, il n'y avait personne. Joël et son meilleur ami retournent donc à la fenêtre de la chambre. Ils regardent au travers de celle-ci et ils constatent que la vieille dame est retournée sur son arbre et elle regarde toujours fixement les deux jeunes garçons. Elle est descendue de l'arbre et elle a disparu dans la pénombre de la nuit. Le lendemain, Joël n'a pas parlé de ce qu'il avait vu à sa famille. Il avait peur de rester de nuit dans sa chambre, donc il a demandé si son meilleur ami pouvait rester une nuit de plus. La mère du meilleur ami a dit non. Donc, la nuit qui a suivi, Joël se retrouvait seul. Il était aux alentours de 2h du matin. Joël jouait tranquillement avec sa console de jeu et il a été sorti de son jeu
par une voix rauque qui se trouvait devant chez lui. Et après, il n'a pas eu le temps de faire le moindre bruit qu'il a eu un sursaut en entendant le carreau de sa porte d'entrée être brisé. Son père s'est précipité pour aller voir ce qu'il se passait. Il n'a vu personne, mais il y avait bien des dégâts. Par contre, bien qu'il n'y avait personne, il y avait quelque chose qui était là qui n'était pas là avant. Il faut savoir que la première fois que Joël et son meilleur ami ont vu la fameuse vieille dame, elle avait dans sa main un landau, comme si elle avait avec elle un enfant. Et après avoir vu que le carreau avait été brisé, devant la porte d'entrée se trouvait un landau d'enfant vide. La police a été prévenue, le père lui ne savait pas trop quoi dire, et donc Joël a expliqué ce que lui avait vu, mais la police ne l'a pas cru. Donc Joël, pour éviter de rajouter, n'a pas cherché à débattre sur le fait qu'il avait bien vu quelque chose. Après cette fameuse soirée, plus rien pendant 2 ans. Joël rentrait d'un mariage qui avait lieu dans une salle des fêtes pas très loin de chez lui. Il rentrait tranquillement avec sa petite copine et à un moment donné un groupe de jeunes qui semblaient avoir à peu près 15 ans se sont précipités vers Joël et sa petite copine pour leur parler. Ces jeunes ont dit qu'il fallait faire très attention car une dame âgée courait dans les rues avec un couteau et qu'elle avait avec elle un landau. Elle criait « Je suis la reine de vos cauchemars ». Dans la tête de la copine de Joël, ça fait écho, parce qu'il lui avait déjà raconté cette fameuse histoire de la dame âgée, elle ne l'avait pas cru. Donc là, entendant cela d'une autre bouche, elle se dit que ce que Joël lui a raconté est la vérité. Joël et sa petite amie ont réussi à rentrer en sécurité, en courant, et une fois arrivé chez lui, Joël est allé à sa fenêtre, il a regardé au travers de celle-ci, et il a vu, comme la première fois qu'il a vu la dame, la vieille personne sur son arbre qui se tapait la tête contre le tronc. Joël a fermé le rideau. Il a décidé de ne pas regarder plus longtemps que ça, il était mal à l'aise, il a préféré faire comme si de rien n'était, et c'était la dernière fois qu'il voyait la fameuse vieille dame. C'est là que l'histoire de Joël se termine, c'est une histoire assez incroyable. Est-ce que cette vieille dame était quelqu'un de dangereux ? Probablement, sachant qu'elle était armée, de ce que Joël raconte. Est-ce que cette dame avait des problèmes psychologiques ? Probablement que oui. En tout cas, j'espère qu'elle n'a fait de mal à personne, qu'elle a été prise en charge pour sa sécurité et pour la sécurité des autres. Qui était-elle ? Je ne sais pas, et je pense que c'est un mystère qui restera dans notre tête et dans celle de Joël. Nous allons maintenant voir le troisième témoignage qui sera celui de Anna. Pour le contexte, Anna nous explique qu'elle est issue d'une famille asiatique animiste. Je me suis renseigné rapidement et j'espère ne pas dire de bêtises, mais si j'ai bien compris, l'animisme est une croyance où les personnes pensent que tout a une âme, que ce soit des êtres vivants, des objets, des arbres, ce genre de choses. Je vous ai vraiment fait le truc très vulgairement. Et Anna nous dit que sa grand-mère est une chamane. Nous sommes il y a environ 10 ans. Et Anna raconte que sa tante avait acheté une maison en pleine campagne avec son conjoint. C'était une maison qui était très vieille mais qui avait aussi beaucoup de charme. Une grande maison très spacieuse qui avait autour de celle-ci un énorme terrain. Et autour du terrain de la maison, il y a d'autres terrains qui eux appartiennent à des agriculteurs. Quelques années après l'emménagement de la tante d'Anna, donc il y avait dans la maison le conjoint de la tante et ses 2 filles. Le conjoint a décidé de refaire la grange. C'était une grange qui était très spacieuse, donc il a décidé d'en faire une dépendance avec 2 chambres et une salle de bain. C'était une dépendance qui devait accueillir les 2 filles de la tante qui étaient âgées de 16 et 18 ans. Le terrain étant grand, la maison grande et avec cette dépendance, c'était un endroit qui était parfait pour faire des soirées, que ce soit en été ou même pour les fêtes de famille de fin d'année. Anna nous explique que sa famille est une famille assez fêtarde, donc hors de question de laisser passer une fête de famille. Et Anna nous dit que la première fois qu'elle s'est rendue dans la maison de sa tante, elle a été surprise de voir une note qu'il y avait devant la maison, qu'il l'appelait la maison rouge. La maison était plutôt mignonne selon les goûts d'Anna. Elle avait visité lors de sa première visite toute la maison, le terrain, et elle nous dit qu'il y a à un moment donné une grande haie et le terrain continue un peu derrière la haie. Ça appartient toujours à la tante et à son conjoint, mais il y a une sorte de délimitation. Et chose assez atypique sur le terrain de la tante, c'est qu'il y a à un moment donné un arbre qui est au milieu des champs. En soi, ça faisait un petit style. Anna raconte que dans la maison de sa tante, elle ne s'est jamais sentie très à l'aise. Elle évitait d'y rester seule, elle faisait tout à chaque fois pour être en présence de sa famille, et quand elle était avec sa famille, le sentiment de malaise qu'elle avait disparaissait assez rapidement parce qu'elle se sentait en sécurité. Généralement, quand il y avait les fêtes de famille, les adultes, eux, faisaient la fête de leur côté, ils buvaient un peu, etc. Et Anna et ses cousines
elles, faisaient leur soirée de leur côté, donc ils traînaient ensemble, elles rigolaient, elles faisaient leur vie. On est un soir qui ressemblait en soi à tous les soirs passés dans cet endroit. Anne et ses cousines étaient dans la dépendance, elles avaient traîné ensemble, elles rigolaient, les adultes, eux, faisaient la soirée à côté, plutôt au niveau de la maison. Et Anna nous explique que dans le couple de ses parents, ça n'allait pas très bien, donc sa mère avait tendance à boire peut-être un peu trop, ce qui faisait qu'elle avait parfois, des fois, des expériences de bad trip. Et ça la faisait énormément pleurer. La soirée a continué, tout se passait plutôt bien, les jeunes filles ont décidé d'aller se coucher, et à un moment donné, elles ont été réveillées parce que tout le monde a entendu la mère d'Anna pleurer et crier. Les bruits se sont rapprochés de la dépendance parce que la tante d'Anna, donc la sœur de sa mère, l'a petit à petit en fait rapprochée de la grange pour l'éloigner du groupe d'adultes et essayer de la calmer. Les jeunes filles qui étaient dans la dépendance, au travers de la fenêtre, pouvaient entendre plutôt bien ce qu'ils se disaient. Elles criaient, elles pleuraient, et c'est quelque chose qui a inquiété énormément Anna et ses cousines. Elles se disaient mais elle est possédée, qu'est-ce qui lui arrive? Au bout d'un moment, elle s'est calmée et c'est là que les jeunes filles ont réussi à s'endormir. Le lendemain, tout le monde s'est rejoint pour déjeuner le midi, et la tante d'Anna a expliqué la raison pour laquelle la mère d'Anna s'est mise à crier et à pleurer, c'est qu'elle a entendu au loin, sur le terrain, quelqu'un crier très fort. Ça lui a fait peur, elle se demandait ce que c'était, et ça lui a créé un énorme sentiment de malaise. Finalement, tout le monde a réussi à passer un peu à autre chose, tout le monde a mis ça sur le fait que c'était peut-être une hallucination, une mauvaise expérience, l'alcool, ce genre de choses. Fatigué de la soirée qu'il y avait eu la veille, le père d'Anna a décidé de faire une petite sieste après le repas, donc il a dit qu'il allait dormir dans la dépendance, et il a fait une découverte surprenante. Il a découvert au niveau des lits un serpent. C'est pas quelque chose qui surprend plus que ça, parce qu'on est dans la campagne, donc trouver un serpent, ça peut arriver. Ensuite, le temps a un peu passé, il y a d'autres soirées où il ne s'est rien passé de particulier. Et faire des soirées, ça peut fatiguer, surtout que les soirées organisées par la famille d'Anna sont des soirées assez virulentes. Tout le monde rigole très fort, tout le monde parle très fort. Vraiment, il y a beaucoup d'énergie qui se dégage de tout cela. Et la tante était un peu fatiguée au bout d'un moment, donc elle a décidé d'aller faire une sieste dans sa chambre pendant une journée. Et pendant sa sieste, elle a fait une paralysie du sommeil. Anna nous explique que dans sa famille, les cas de paralysie du sommeil, c'est assez particulier. Sa tante et sa mère sont des gens qui sont sensibles aux esprits. Donc elle explique que ce n'est pas quelque chose de rare que sa tante et sa mère fassent des paralysies du sommeil. La tante a raconté, après cet événement de paralysie, que elle, ce qu'elle a vu, c'était un homme grand et qu'elle ne pouvait pas bouger. Elle voulait appeler son conjoint, mais aucun son ne sortait de sa bouche. Finalement, elle a réussi à trouver la force de prendre son téléphone pour appeler son conjoint. Le conjoint est arrivé, il n'y avait absolument rien dans la chambre, mais la tante, elle, était comme totalement exténuée. Donc il l'a emmenée dans la salle de bain pour qu'elle se mette un peu d'eau sur le visage, qu'elle puisse bien se réveiller. Et, chose assez surprenante, c'est que cette sensation d'être vidée d'énergie, ça lui est revenu plusieurs fois après cette étape de paralysie du sommeil, mais sans qu'elle soit justement dans cette situation-là. Une fois, par exemple, elle était au travail et d'un coup, elle sentait comme son énergie s'envoler. Elle n'a pas pu continuer sa journée de travail et elle a dû rentrer chez elle en urgence pour se reposer. C'était quelque chose d'assez bizarre, quelque chose qui n'était jamais arrivé à la tante d'Anna, donc elle s'est dit que peut-être il y avait quelque chose derrière tous ces événements, et ce quelque chose, ce serait un esprit. Je le rappelle, la famille d'Anna croit au paranormal, et ils ont tendance à associer ce genre d'événements au surnaturel. Et rappelez-vous, la grand-mère d'Anna est chamane. Donc, naturellement, ce que la tante fait, c'est qu'elle fait appel à sa propre mère pour lui demander son aide. La fameuse grand-mère chamane vient au domicile de la tante, et elle décide de faire un rituel pour répondre aux différentes questions qu'elle peut se poser. Généralement, ça dure entre 1 ou 2 heures, et à la fin du fameux rituel, des réponses semblent se présenter. La grand-mère raconte que dans la maison où a emménagé la tante, avant, 2 frères vivaient là. 2 frères qui ne s'entendaient pas vraiment, et un jour, ces 2 frères se sont disputés. Une dispute assez virulente à tel point que l'un des frères a attaché l'autre à l'arbre qui se trouvait au milieu du champ. L'arbre dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Il ne l'a pas pendu, il l'a laissé attaché là pour qu'il meure de faim. Le frère attaché criait tellement fort, il appelait à l'aide, que l'autre a décidé de mettre fin à ses jours pour éviter d'alerter le voisinage. Depuis, le frère assassiné entrait le terrain et la demeure de la tante d'Anna. Il se trouve que l'esprit de ce frère assassiné ne pouvait pas trouver la paix parce que l'activité de la famille d'Anna était trop bruyante, trop virulente pour qu'il puisse justement trouver la paix. Et donc, il avait envoyé plusieurs signes pour leur faire comprendre qu'il dérangeait. Le serpent, les cris que la mère d'Anna a entendus, à un moment donné, il y avait eu une sorte d'invasion de guêpes, donc les guêpes également. Et donc la solution de la grand-mère chamane, c'est d'enfermer l'esprit du frère assassiné dans une boîte et de le déplacer ailleurs. Évidemment, l'esprit était chez lui,
sur cette demeure, sur cette fameuse maison rouge. Donc il n'allait pas se laisser faire et se laisser embarquer ailleurs. Donc il fallait lui tendre en quelque sorte un piège pour le faire. Il fallait faire un rituel pour enfermer l'esprit du frère assassiné dans une boîte, et il ne fallait pas que ce soit quelqu'un de la famille d'Anna qui emmène la boîte quelque part. Donc c'est un ami du conjoint de la tante qui a été appelé. Et il a dû prendre la boîte et la laisser dans un endroit désert. Le rituel final était en soi pas compliqué. Une fois qu'on avait la boîte et qu'on souhaitait la déposer quelque part, il fallait dire « Attendez-moi ici, je reviens, je vais chercher de l'eau » et ne jamais revenir. Tout a été fait et plus aucun événement étrange depuis ne s'est produit. Finalement, après les événements, la tante et son conjoint ont déménagé, non pas du tout parce qu'ils avaient peur de quoi que ce soit, mais le terrain en fait était trop grand pour l'utilisation qu'ils en avaient et ça demandait beaucoup trop d'entretien, donc finalement ils ont décidé de faire leur bagage et de partir. C'est là que le témoignage d'Anna se termine. C'était un témoignage très intéressant, donc j'ai trouvé ça passionnant. L'histoire du rituel, c'est quelque chose que je ne connaissais pas et personnellement je suis un peu passionné, c'est peut-être un grand mot, mais très intéressé par tout ce qui concerne justement les rituels et tout. Et ça, ce type de rituel-là, je ne le connaissais pas du tout. Sûrement un secret de chaman. Faudrait que je me renseigne un peu sur le sujet. Mais c'était une histoire vraiment folle. Évidemment, c'est une histoire qui se dénote un peu des autres parce que là, on a affaire à quelque chose de surnaturel. Donc, j'entends bien que certains seront assez dubitatifs. Mais quoi qu'il en soit, je trouve que, qu'on y croit ou pas, l'histoire est très intéressante. Et je suis content de savoir justement quelle est la cause de tous les événements qui semblent déranger. Cette histoire des deux frères, c'est quelque chose que je trouve assez pertinent. Je vais juste faire un rappel rapide, vu qu'on a affaire à une histoire paranormale. Je sais que tout le monde n'y croit pas, donc dans les commentaires, évidemment, je vous invite à faire preuve de la plus grande des bienveillances. Et si vous ne croyez pas au paranormal, prenez l'histoire comme du divertissement. En tout cas, merci à toi, Anna, de m'avoir partagé cette histoire. Dans cette quatrième histoire, je vais vous présenter le témoignage que m'a partagé Adeline. Adeline nous dit qu'au moment de son histoire, elle avait 16 ans et c'est une histoire qu'elle a aussi vécue avec sa petite sœur qui était âgée de 9 ans du nom de Marie. Elle nous dit que elle et sa sœur ont fait une bêtise. Leur chat avait disparu. Donc, une nuit, elles ont décidé de faire le mur, de ne pas dire qu'elles sortaient à leurs parents pour partir à la recherche de leur chat dans la ville. Elles ont attendu que les parents dorment pour sortir. Et Adeline, elle, avait pris son téléphone avec elle pour s'éclairer à l'aide de son flash. La petite sœur d'Adeline, Marie, elle, avait sa trottinette. Elles se rendent donc vers un cimetière qui se trouve à peu près à 10 minutes de marche de là où elles vivent. Sur le trajet, elles appellent leur chat et elles ne savent pas pourquoi, mais elles étaient persuadées que leur chat se trouvait vers le cimetière. Sur le trajet, il y avait des lampadaires, donc rien qui ne rassurait pas les deux jeunes filles. Elles appellent le chat plusieurs fois, pas de réponse, pas de miaulement, et à un moment donné, elles ont dit « Si t'es dans le coin, fais-nous un signe ». Et c'est là qu'un des lampadaires sous lequel elles étaient s'est éteint. Tout de suite, ça a mis une sorte de coup de pression aux jeunes filles. Elles se sont dit que c'était bizarre, donc en rigolant un peu, nerveusement, elles ont dit « Si tu es là, rallume le lampadaire », et le lampadaire s'est rallumé. On a donc deux jeunes filles, en pleine nuit, près d'un cimetière, donc ces événements ne les rassurent pas vraiment. Elles décident donc, un peu pensives, de se caler devant le cimetière, sur le parking, et d'essayer de chercher, du mieux qu'elles le pouvaient, leur chat qui avait disparu. Et alors qu'elle regardait un peu autour d'elle, une camionnette blanche est passée sur la route. Tout de suite, Adeline a été un peu mal à l'aise. Elle a l'habitude de regarder des vidéos sur des histoires d'horreur, des threads d'horreur, donc elle s'est dit « Ah, ça ressemble à un début de thread d'horreur, ça sent pas bon ». Et elle avait pas tort. Adeline ne veut pas montrer qu'elle a peur parce que sa petite sœur est avec elle, elle ne veut pas lui transmettre sa peur. La camionnette passe, ralentit un peu devant un dodan et continue sa route. Mais quelques secondes après, la camionnette repasse. Mais elle ne fait pas que repasser. Elle s'arrête devant les jeunes filles. Le conducteur ouvre la fenêtre côté conducteur et c'est là qu'Adeline voit qu'à l'intérieur il y a deux hommes. Un côté conducteur et un côté passager. Le conducteur commence à entamer la conversation avec les jeunes filles. Il demande si c'est ici qu'est censé avoir lieu un feu d'artifice. Il faut savoir qu'au moment des faits, nous sommes le 13 juillet, donc il est censé avoir un feu d'artifice le lendemain. C'est ce que lui dit Adeline. Elle dit que ce n'est pas ce soir-là, mais le lendemain, et que ça n'aura sûrement pas lieu au niveau du cimetière. En parlant aux deux hommes, Adeline met sa sœur Marie derrière elle, au cas où, et c'est là que l'homme va commencer à poser des questions un peu plus personnelles. Il va commencer à demander où les jeunes filles habitent. Et là, il y a un coup de chance. C'est que juste en face du cimetière, il y a une maison avec la fenêtre ouverte. Adeline dit que c'est sa maison
et qu'en fait elles sont là sous la surveillance de leurs parents. Alors que évidemment c'était pas le cas, elles s'étaient enfuies de chez elles et les parents ne savaient pas du tout où elles se trouvaient. L'homme a continué à poser des questions personnelles demandant l'âge d'Adeline, et Adeline ne lui répond pas directement, elle répond juste qu'elle est mineure. Et en entendant ça, l'homme lui demande de se rapprocher de sa camionnette. Adeline le regarde bizarrement, elle lui dit non merci, et l'homme continue de parler un peu. Il demande le numéro de téléphone d'Adeline, et la personne qui se trouvait côté passager demande à ce que la sœur d'Adeline, Marie, se rapproche. Adeline maintient sa sœur pour ne pas qu'elle bouge et elle dit qu'elle n'a pas de numéro de téléphone mais qu'elle a juste des réseaux sociaux genre Instagram, Snapchat, ce genre de choses. Elle ne comptait pas du tout passer ses vrais comptes de réseaux sociaux, elle comptait donner des faux profils et l'homme a dit qu'il n'avait pas de réseaux sociaux et il a commencé à marmonner quelque chose qu'Adeline n'a pas compris. C'est là que l'homme côté passager, lui, a commencé à fouiller dans une sacoche et il en a sorti une sorte de ticket de caisse et un marqueur. En fait, il notait sur le fameux ticket de caisse leur numéro de téléphone à eux pour que Adeline les contacte. Après, il a tendu le ticket de caisse, pas au travers de la fenêtre, mais à l'intérieur du véhicule, comme si Adeline devait venir le chercher, et ça c'est quelque chose qu'Adeline ne sentait absolument pas. Elle pensait que si elle se rapprochait et qu'elle tendait la main, l'homme allait l'attraper. Elle sait que ces individus ne partiront pas si elle ne prend pas le papier, donc elle profite de faire la conversation en répondant vaguement aux questions posées, en donnant un faux prénom, ce genre de choses, de détourner l'attention des hommes, et quand ils ne s'y attendent pas, elle prend le ticket rapidement. C'est une opération qui a été un succès. Après avoir pris le ticket, Adeline dit « on va devoir y aller, mes parents nous attendent, ils vont s'énerver si on rentre pas ». L'homme dit « ok, pas de problème, mais appelle-moi, comme ça on ira au feu d'artifice ensemble ». Il faut savoir qu'Adeline a 16 ans, l'homme en a au moins 30. Là, la situation est assez complexe. Parce que la maison d'Adeline ne se trouve pas du tout là où elle le prétendait, elle devait refaire le trajet inverse que celui qu'elle a pris pour aller au cimetière et c'était une grande ligne droite, donc elle devait en fait attendre que la camionnette s'en aille pour commencer à rentrer chez elle. Elle ne pouvait pas prendre sa sœur et partir en courant parce que toute la rue était bien éclairée, donc impossible de se cacher si tu es déjà dans le champ de vision des deux hommes. Donc elle dit ma sœur est fatiguée, il va falloir qu'on y aille, et heureusement les hommes reprennent la route. Ils partent donc en direction de là où vit réellement Adeline et sa sœur Marie. Les deux jeunes filles attendent un petit peu, histoire qu'il y ait de la distance, et pensant à un moment donné qu'ils sont suffisamment loin, là, elles commencent à prendre la route. Elles commencent à marcher, sur le côté de la route, il y avait quelques maisons avec des allées, et au bout d'un moment, il y a un segment sur la route où il n'y a absolument aucune maison. Donc les deux jeunes filles marchent tranquillement, et la camionnette fait demi-tour. Elle passe à côté des deux jeunes filles, et Adeline remarque que les deux hommes la regardent fixement quand ils passent à côté d'elle. Elle a compris une chose tout de suite. Les deux hommes savent maintenant qu'elle a menti sur son lieu d'habitation. Donc la camionnette continue et plus loin, elle refait demi-tour. Adeline comprend que là, les hommes reviennent pour elle et sa sœur. Donc elle décide de rentrer dans l'allée d'une maison, de cacher sa sœur sous une voiture, partiellement, et elle se cache derrière, en croisant les doigts qu'elle ne soit pas retrouvée. Elle pense que son plan va totalement foirer, qu'elle va se faire choper, que c'est fini, mais ce qu'elle veut avant tout, c'est protéger sa petite sœur. Mais elle a de la chance. La camionnette passe, et les hommes ne semblent pas savoir où sont parties les deux jeunes filles. Ce que constate Adeline, c'est que les hommes ont des lampes de poche, pour voir précisément dans la nuit où les deux jeunes filles pourraient être cachées, et Adeline fait face à un nouveau problème. Sa sœur, Marie, totalement paniquée, fait des malaises. Donc elle doit d'un côté gérer les individus qui la recherchent et sa sœur qui ne va pas bien du tout. Elle arrive à réveiller sa sœur. Marie reprend un peu ses esprits et c'est là qu'Adeline prend une décision. Il faut agir vite, donc elle dit à sa sœur « je veux aller au bout de l'allée, voir ce qu'il se passe et quand je te donne un signal, toi tu montes sur ta trottinette et tu traces jusqu'à la maison. » La petite sœur dit « ok », elle est prête à partir sur sa trottinette, Adeline va au bout de l'allée et juste avant qu'elle arrive, elle était encore cachée dans l'obscurité, la camionnette repasse dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'elle retourne vers le cimetière. Adeline attend que la voiture soit assez éloignée et elle dit à sa sœur de foncer. La petite sœur va aussi vite qu'elle le peut sur sa trottinette, Adeline, elle, court de toutes ses forces derrière et elles arrivent finalement à arriver dans leur quartier. Adeline pensait que ce jeu de chat et de la souris était terminé, qu'elles allaient pouvoir souffler et rentrer tranquillement chez elles, mais ce n'était pas encore le cas. La camionnette des deux hommes avait refait demi-tour et les deux hommes revenaient, donc cette fois-ci là où étaient Adeline et sa sœur. Il est probable que les deux hommes aient vu Adeline et Marie se précipiter pour arriver dans leur quartier, donc ils ont fait vite demi-tour et ils arrivaient à toute vitesse dans leur quartier. Les deux jeunes filles se sont cachées dans un fossé, elles connaissaient bien leur quartier. Donc les deux jeunes filles savaient où elles pouvaient potentiellement se cacher sans pour autant être vues des deux individus.
et ça a été un succès. Elles ont retenu leur respiration, elles se fait attention, les hommes, eux, sont rentrés carrément dans leur quartier, ils sont sortis de la camionnette et ils ont fouillé à peu près attentivement avec leurs lampes pour essayer de retrouver les jeunes filles. Adeline les a entendues parler, dire « mais elles sont où ? Qu'est-ce qu'elles font ?» Mais au bout d'un certain temps, les hommes sont remontés dans leur véhicule. Et ils sont partis. Les deux jeunes filles ont pu rentrer à la maison en sécurité. Le lendemain, Adeline est allée voir son meilleur ami, elle lui a tout raconté. Elle avait toujours avec elle le fameux ticket de caisse où il y avait le numéro d'un des hommes. Et son meilleur ami a dit donne-le-moi, je vais envoyer un message. Et puis si ça dégénère, de toute manière, mon père est policier, donc il saura quoi faire. Il y a eu une petite conversation avec les hommes. Et Adeline a remarqué que la personne avec qui il y avait échange avait un tout autre comportement que la veille. C'est-à-dire que l'homme essayait de base d'être assez chaleureux, de rassurer, entre guillemets, mais par message, il était très froid, très sec. Bon, finalement, ça ne donnait rien, donc l'ami a bloqué le numéro de téléphone, et l'histoire s'est arrêtée là. Que voulaient ces hommes ? Adeline se pose encore la question, probablement qu'ils n'avaient pas d'intention positive vis-à-vis des deux jeunes filles. Elle ne sait pas ce que ces hommes voulaient, elle espère ne jamais le savoir. C'est là que ce témoignage se termine, un témoignage fou. Je pense que Adeline et sa sœur ont eu affaire à des prédateurs d'enfants, malheureusement, et on peut être que très heureux que ces individus n'aient pas réussi à atteindre leurs objectifs. On peut aussi, je pense, féliciter Adeline d'avoir été aussi protectrice avec sa sœur, d'avoir également réussi à gérer une situation de crise, bien qu'elle était apeurée et que sa sœur l'était également. Donc Adeline, tu as toutes mes félicitations. Tu peux être fier de toi, je suis fier de toi d'avoir géré cette situation avec brio. C'est sûr que c'est une histoire qui doit laisser des traces et je suis curieux, tu me l'avais pas dit ça je crois dans ton témoignage, de savoir si tu en as parlé à tes parents et si tu en as parlé, qu'est-ce qu'ils ont pu te dire. Je suis assez curieux de savoir ça. Une des choses aussi qu'on peut dire vis-à-vis de cette histoire, c'est ne faites pas le mur, ça peut mener dans des situations qui peuvent être dangereuses. Là, on peut dire que Adeline et Marie ont eu de la chance, donc évitons de se mettre dans des situations dangereuses. Pour finir cette histoire sur un point assez positif, le chat que Adeline et Marie sont partis chercher est revenu. Et ça fait plaisir. Nous allons maintenant conclure avec une dernière histoire qui est de nouveau une histoire qui nous a été racontée par Adeline. Adeline nous dit que son papy est décédé et que ça l'a énormément affecté car c'était un des hommes les plus importants de sa vie. Elle a encore aujourd'hui du mal à faire son deuil, elle y pense souvent, quasiment tous les jours. Adeline nous explique que son oncle, donc le fils de son papy, est sorti pas très longtemps avec une médium. Et cette médium lui aurait dit que son père, donc le papy d'Adeline, vivait chez lui et qu'il avait une fois sauvé son fils. La médium a d'ailleurs ajouté des faits à ce qu'elle disait en disant quand il a fait clignoter telle lumière, c'est qu'il voulait aider son fils. Bon, là-dessus on peut se dire que c'est peut-être une coïncidence. Mais il s'est passé autre chose qu'Adeline a vécu avec sa propre mère qu'elle n'explique pas. Il faut savoir qu'Adeline et sa mère se sont toujours dit que son papy était toujours là à les surveiller et à les protéger, qu'il prenait en quelque sorte soin de sa famille là où il était. Souvent ils font appel à lui, non pas dans des rituels sataniques où ils utilisent des planches de Ouija ou quoi, mais par exemple quand Adeline traverse une période un peu difficile, elle dit papy s'il te plaît aide-moi, donne-moi le courage de traverser cette chose qui m'effraie, etc., etc. Un jour, Adeline parlait de son papy avec sa mère. Et il faut savoir que de son vivant, le papy d'Adeline était chasseur. Et à un moment, sa mère et elle ont allumé la télévision et étonnamment, la chaîne qui est apparue était une chaîne sur la chasse, alors que personne en soi ne regardait ce type de contenu. La coïncidence a fait rire mère et fille, et donc le temps a un petit peu passé, et à un moment donné, elles ont décidé d'aller chercher un truc à manger et à boire. La télécommande avait été laissée sur la table, et alors qu'Adeline et sa mère n'étaient pas devant la télévision, les chaînes ont commencé à changer d'elles-mêmes. Encore une fois, personne ne pense à mal, il y a juste un léger stress parce que personne n'était devant la télévision, mais elles se disent que peut-être c'est un bug de la télévision, de la télécommande, quelque chose de rationnel. Et là, autre chose attire leur attention. Une lumière qui avait été installée autour d'une plante commence petit à petit à vaciller. C'est là que la curiosité commence à s'emparer d'Adeline et de sa mère, et elles se disent mais est-ce que ce serait pas papy qui essaie de nous faire passer un message? Et donc elles disent papy si tu es là, éteins la lumière. Et la lumière s'éteint. Évidemment, ça choque. Donc pour voir s'il y a bien quelque chose, elles font l'opération en sens inverse, c'est-à-dire qu'elles disent papy si tu es là, allume la lumière. Et la lumière s'allume. Au début, les choses sont prises à la rigolade. Donc elles refont un test et elles disent papy si tu es là, éteins la télévision. Là rien ne se passe. Quelques minutes s'écoulent, Adeline et sa mère se disent qu'en fait ce n'était que des coïncidences, et au bout de ces quelques minutes, alors que Adeline et sa mère étaient partis faire autre chose, la télé s'est éteinte. Bon, il se trouve que dans la situation, Adeline pensait que c'était sa mère qui lui jouait un tour,
et sa mère pensait que c'était elle qui lui jouait un tour. Donc elles se sont éloignées, elles ont retourné l'expérience et elles ont dit papy si t'es là, rallume la télé. Encore une fois, rien ne se passe, mais c'est encore au bout de quelques minutes que là la télé se rallume. Pour essayer d'en avoir le cœur net, elles se sont installées sur la table, elles ont parlé de tout, de rien, oui je sais t'as faim. Et de temps en temps, elles lâchaient des phrases en mode papy si t'es là, fais ci, fais ça, etc. Genre allume la lumière, ouvre la porte. Et il n'y avait pas de grands événements qui se passaient, mais par exemple la porte s'ouvrait de quelques centimètres à peine. Et tous les jours depuis, il y a des petits événements apparemment comme ça aléatoires qui se produisent. Elle ne sait pas quoi en penser, elle ne sait pas si c'est vraiment flippant, mais ce ne sont pas des événements qui gâchent la vie. Donc en soi, ça fait plus plaisir de savoir qu'il y a peut-être le grand-père qui est là, à les surveiller, et ça fait du bien de savoir pour elle que le papy d'Adeline est ici dans sa maison. C'est là que son témoignage se termine. Alors, j'espère que si on part encore une fois d'un point de vue paranormal, c'est vraiment le papy, parce que bon, j'ai raconté beaucoup d'histoires sur la chaîne, notamment sur du paranormal, et il y a un monde où je vais dire une de mes pensées et ça va te paniquer. C'est pas le but, mais Annabelle, la poupée, l'histoire, ça a commencé comme ça. Je te le souhaite pas, mais pour rappel, Annabelle, ça a commencé par les petits trucs et ensuite c'est l'intervention du médium qui a dit que c'était une petite fille qui prenait le contrôle de la poupée, etc. Bon, je l'ai fait très vulgairement, alors qu'en fait, c'était pas du tout une petite fille, c'était quelque chose de bien plus grave. J'espère dans ton cas, encore une fois, c'est paranormal à 100%, que ce n'est pas quelqu'un qui se fait passer pour ton papy et qui essaye de s'infiltrer dans ta maison pour peut-être faire des choses beaucoup plus dramatiques derrière. Il faut savoir que, je vais pas vous refaire le truc de la possession, mais si c'est le cas, on est dans l'étape de l'infestation, on essaie de se faire remarquer petit à petit, et l'entité essaye de se faire accepter pour pouvoir ensuite prendre plus de pouvoir. J'espère pas, juste fais attention, on sait jamais, pour des explications rationnelles j'en ai pas forcément, ça peut être des bugs de la télé, des courants d'air, etc. Mais bon, après, ça semble être des explications assez grossières. Moi, je me dis qu'il vaut mieux prendre la version qui te fait le plus de bien. Mais si c'est du paranormal, fais quand même attention. On sait jamais. Et voilà les amis, on a fini pour ces histoires d'abonnés. J'espère que ça vous a plu. Je refais un petit rappel rapide. Je veux que de l'amour dans les commentaires. Pas de c'est paranormal, j'y crois pas, etc. Prenez les histoires comme elles vous sont présentées, et si vous n'y croyez pas, prenez ça comme du divertissement. Pas de manque de respect par rapport aux histoires d'abonnés que je partage, sur ça je suis intransigeant. Merci à tous ceux qui m'ont partagé leur histoire, j'espère que je l'ai fait au mieux. Merci à ceux aussi qui m'ont partagé des histoires que je n'ai pas encore retranscrites, mais ça va venir, faites-moi confiance. Merci d'avoir regardé la vidéo, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez également pas à me suivre sur Instagram qui s'affiche juste ici. Si vous souhaitez me suivre, me partager votre histoire à vous qui vous êtes arrivé, il y a aussi un mail dans la description pour ceux qui préfèrent. Je parle un peu vite, mais c'est parce qu'il me reste 1% de batterie sur la caméra. Merci du fond du cœur d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aiken. Salut!